Dans la continuité du chapitre sur la construction européenne en histoire qui nous a permis de voir le processus de création d'une Union européenne à partir des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, nous allons nous intéresser aujourd'hui en géographie à l'Union européenne en tant qu'union d'États à la puissance limitée. Il s'agit de faire en quelque sorte un panorama de l'Union européenne aujourd'hui en 2020 avec toutes ses forces, mais également l'évocation de ses faiblesses et de ses remises en cause. Tout d'abord, commencer par l'Union européenne, la première puissance commerciale mondiale. En effet, nous allons voir que cette union des 27 pays de l'Union européenne contribue à faire de cet ensemble la première puissance commerciale et pourrait-on dire économique du monde. Ainsi, comme le montre cette carte, l'Union européenne est un pôle majeur du commerce mondial. Ainsi, les échanges entre les pays de chaque zone sont-ils les plus importants au niveau de l'Union européenne. Cette union de 27 pays, de 28 devenus 27 depuis le Brexit, est un ensemble commercial gigantesque qui échange en termes de commerce à l'intérieur de sa zone de façon énorme. Ainsi, cela crée une puissance commerciale particulièrement importante. Néanmoins, même si nous le révoquerons par la suite, il faut nuancer cela. En effet, si vous regardez les flèches bleues, les échanges interrégionaux en milliards de dollars, on peut se rendre compte que les échanges entre l'Asie et l'Amérique du Nord et les États-Unis sont plus importants que les échanges de l'Asie vers l'Europe, par exemple, ou bien de l'Amérique du Nord vers l'Europe. Ainsi, l'Union européenne est surtout une puissance commerciale sur le continent. Entre pays de l'Union européenne, les échanges sont majeurs et le commerce est gigantesque, permettant notamment de faire vivre ce dynamisme économique européen. Mais en termes d'échanges internationaux, mondiaux, l'Union européenne ne se place pas en première position par contre. Et cette puissance économique et commerciale, l'Union européenne la doit aussi à de grands projets qui ont été menés depuis la création de la communauté économique européenne et notamment la création de fleurons, c'est-à-dire de symboles et de réussites économiques particulièrement importantes par l'Union européenne. Ainsi, c'est le cas d'Airbus. Airbus, premier avionneur, c'est-à-dire premier constructeur d'avions mondial, qui est une union des capacités, des compétences, des qualités des pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne et auparavant le Royaume-Uni, afin de créer le premier constructeur d'avions mondial qui a supplanté Boeing et qui maintenant fait littéralement cavalier seul depuis les problèmes rencontrés par Boeing en 2019. Ainsi, ici, l'A380, le plus gros avion au monde, même si sa fabrication s'est arrêtée en 2019, était en quelque sorte la vitrine d'Airbus, la vitrine de cette grande réussite européenne qui emploie des milliers de personnes sur l'ensemble de l'Union européenne. Cette synergie, cette alliance des compétences des différents pays de l'Union européenne a également permis de créer Arianespace, qui a fondé et créé la série des lanceurs de satellites Ariane, Ariane étant le lanceur de satellites le plus fiable au monde encore aujourd'hui, et ce qui est non seulement rémunérateur et apporte des bénéfices à l'Union européenne, mais montre bien la qualité des compétences de cette union, de ces pays qui se sont mis ensemble pour travailler ensemble et réussir des projets particulièrement importants. Alors Arianespace, c'est également une place importante pour la France, puisque son siège se trouve à Toulouse, la capitale aéronautique européenne, et que la base de lancement se situe à Kourou, en Guyane. Ainsi, Arianespace, qui va en parallèle avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est ainsi un concurrent très important à la Russie et aux États-Unis. Mais la force de l'Union européenne, c'est aussi sur un continent qui est le plus petit au monde, d'avoir créé une agriculture performante, la première agriculture du monde, l'Union européenne. Et cela grâce à la politique agricole commune, la PAC, lancée en 1962, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo précédente, qui a permis de moderniser, de mécaniser cette agriculture, d'en faire une des agricultures les plus productives et les plus rentables au monde. Ainsi, non seulement l'Union européenne est autosuffisante,
autosuffisante en termes agricoles, c'est-à-dire qu'elle permet de satisfaire tous les besoins internes de l'Alliance, de l'Union européenne, mais également est une union qui exporte. L'agriculture européenne exporte aujourd'hui, et qui plus est, même s'il y a des débats sur l'utilisation de tel ou tel produit, l'agriculture européenne est l'agriculture la plus vertueuse au monde, c'est-à-dire celle qui a refusé les organismes génétiquement modifiés, qui a refusé la viande et les hormones de croissance, qui a refusé, en tout cas qui a limité l'usage des antibiotiques au niveau de l'élevage. Donc nous avons une Europe performante au niveau agricole qui s'autosuffit à elle-même et qui est devenue particulièrement importante et forte à l'échelle mondiale. Également, cette Union européenne, c'est l'alliance de très grandes puissances économiques à titre individuel. Ainsi, cette diapo nous représente de manière schématisée, de manière caricaturale, avec les principaux groupes, la puissance économique allemande, de ce que vous en connaissez en tout cas, puisqu'il existe énormément d'autres entreprises moins grand public qui font cette puissance économique allemande. Mais pensez-y, l'Allemagne, quatrième puissance mondiale, qui s'implique, s'investit dans une alliance européenne. Ici, cette puissance économique représentée évidemment par l'automobile, avec BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, avec la chimie, avec Bayer, avec l'assurance, avec Allianz, c'est la quatrième puissance économique mondiale qui s'allie avec d'autres grandes puissances que nous allons voir aux diapos suivantes. Car l'Allemagne, quatrième puissance mondiale, est en alliance avec la France, sixième puissance mondiale, dont quelques grands groupes ici, pas forcément les plus importants, mais ceux que vous connaissez, qui sont un peu illustrateurs de cette puissance, le pétrole avec la pétrochimie, avec Total, l'assurance avec AXA, la grande distribution avec Carrefour, les cosmétiques avec L'Oréal ou l'automobile avec Renault, font également cette puissance économique française. Donc l'Allemagne, quatrième puissance économique mondiale, la France, sixième puissance économique mondiale, plus ensuite l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, eh bien tout cela crée une alliance et une puissance économique gigantesque. On peut mesurer au regard de cela l'importance tout de même du départ du Royaume-Uni, qui est la cinquième puissance économique mondiale et qui, suite au Brexit, a quitté l'Union européenne en 2020. Ce tableau est particulièrement intéressant afin de pouvoir croiser les trois grands pôles de puissance mondiaux, l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Une population, pourrait-on dire, moyenne dans cet ensemble de trois regroupements géographiques. Le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite par habitant, en 2010, ici, qui était supérieur à celui des États-Unis et de la Chine. Nous avons des exportations qui sont largement plus importantes en milliards de dollars que les États-Unis et que la Chine. Nous avons également une espérance de vie très importante. Nous faisons partie d'un ensemble riche où les populations vivent bien. Et enfin, chose tout de même importante aujourd'hui, une puissance économique importante qui est respectueuse de l'environnement. Ainsi, les émissions de CO2 sont bien moins importantes dans l'Union européenne qu'aux États-Unis et qu'en Chine. Cette Union européenne est une puissance économique majeure du monde, il ne faut pas l'oublier. Nous évoquions tout à l'heure les grandes puissances européennes, les grands pays, et ici vous avez, alors ce classement s'actualise chaque année en fonction des résultats des entreprises, mais les grandes entreprises européennes, ces grandes entreprises qui font la puissance de notre alliance européenne. Ainsi, la première ici étant Shell, l'énergie, donc au niveau du pétrole. Nous avions, alors auparavant, avant le Brexit, BP, British Petroleum, mais Total pour la France, des grands groupes financiers, par exemple comme ING, qui est néerlandais. Nous avons également Dexia Group, qui est franco-belge. Nous avons également HSBC, qui était britannique, et des grands groupes automobiles, évidemment Volkswagen, Daimler-Benz, qui est Mercedes, etc. Ainsi, l'alliance des puissances des différents pays de l'Union européenne contribue à faire de l'Union européenne le grand ensemble économique mondial, devant les États-Unis et devant la Chine.
Enfin, et il ne faut pas le négliger, l'euro est une force pour l'Union européenne. Une force car c'est non seulement devenu une monnaie forte, une monnaie stable, une monnaie mondiale qui concurrence le dollar, c'est un catalyseur, c'est-à-dire un moteur réellement pour les exportations et les déportations, pour les échanges internes à l'Union européenne, et c'est également le garant de la stabilité monétaire européenne. Cet euro a sécurisé les pays de l'Union européenne, de l'eurozone en tout cas, face aux crises économiques. En effet, eh bien, les phénomènes d'inflation notamment ont, en tout cas d'inflation extrême, ont disparu du continent européen depuis 2002 et la mise en circulation de l'Union européenne, et ce malgré les crises économiques multiples qui ont frappé notre continent et frappé le monde. Donc cette stabilité monétaire assurée par l'euro est également une très grande force qui nous place au niveau des États-Unis et de son dollar. Dans cette deuxième grande partie, nous allons voir que l'Union européenne est également un espace très attractif économiquement. Attractif notamment pour les entreprises, pour les investissements étrangers. C'est-à-dire que notre espace européen est intéressant, est attractif pour que des grandes entreprises chinoises, japonaises, américaines, brésiliennes, indiennes viennent s'y installer. Ainsi, tout d'abord, nous sommes un continent très riche. La carte du PIB par habitant de l'Union européenne, c'est-à-dire du produit intérieur brut, de la richesse produite par habitant, eh bien, nous montre que, effectivement, les pays d'Europe de l'Ouest et d'Europe du Nord, de cette Union européenne de l'Ouest et l'Union européenne du Nord, sont parmi les pays les plus riches au monde. Tout cela autour d'un ensemble que l'on voit sur la carte en haut à gauche, qui est la mégalopole européenne. Une énorme concentration de population, de richesse, d'emplois, de moyens de communication particulièrement performants qui font de cette mégalopole européenne le niveau le plus élevé, la zone de développement la plus importante de notre ensemble européen. Elle s'étend globalement de la région de Londres jusqu'au nord de l'Italie et tout autour de cette mégalopole européenne, eh bien, nous avons les espaces les plus performants économiquement, les plus riches, où les rémunérations, les salaires sont les plus élevés, où la production de richesse est également la plus importante. Cette région est ainsi un moteur de l'économie mondiale et ainsi, elle attire les investisseurs étrangers, elle attire les entreprises étrangères qui souhaiteraient s'implanter sur notre continent. L'Union européenne est également un marché économique, un marché commercial particulièrement important. En effet, la population européenne s'élève aujourd'hui, alors si l'on retire le Royaume-Uni, à environ 450 millions d'habitants. Bon, disons ici, nous avions 511 millions d'habitants à l'époque où le Royaume-Uni était encore présent, mais ce qui constitue un gros ensemble de populations majoritairement riches. C'est-à-dire que l'Europe est un îlot de richesse à travers le monde. Et ces populations riches ont les moyens de consommer, les moyens d'acheter des salaires qui sont élevés au regard des salaires qui existent ailleurs dans le monde. Et cela crée donc un espace où les populations eh bien, ont un pouvoir d'achat, une capacité à acheter et à consommer particulièrement importante. Et cela attire les investisseurs, les entreprises mondiales qui souhaitent vendre leurs produits à une population riche. Ainsi, l'exemple particulièrement intéressant dans notre région est le cas de l'entreprise Toyota, pendant très longtemps numéro 1 mondial de l'automobile, qui est venue installer sa plus grande usine européenne à Onin, à proximité de Valenciennes. Alors, Toyota est une entreprise japonaise. Pourquoi venir installer une usine à Valenciennes, dans la périphérie de Valenciennes, à Onin, il y a quelques années? Eh bien, tout simplement parce que c'est un moyen pour Toyota d'investir le marché européen, de créer un produit européen qui est la Yaris et d'en faire un véhicule acheté par les Européens. Cela permet à Toyota non seulement d'améliorer son image de marque, sa réputation sur le continent européen, de faire travailler des Européens, mais également eh bien, de vendre des produits Toyota aux Européens. C'est une manière pour les entreprises étrangères et d'autres dans l'exemple de Toyota de s'implanter sur le marché européen et de vendre à cette population riche.
En effet, alors qu'ici on voit cette énorme usine qui est sans cesse en expansion aujourd'hui de Toyota près de Valenciennes, ce n'est pas pour le plaisir que Toyota est venu s'installer près de Valenciennes, mais simplement Valenciennes est dans la mégalopole européenne, elle est au carrefour d'un nombre incroyable de pays, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni. Donc, par les moyens de communication particulièrement performants de la mégalopole européenne, eh bien, on va pouvoir optimiser la production, optimiser l'arrivée des matériaux, etc. Et ensuite, la diffusion des produits à travers l'Union européenne. C'est un calcul stratégique de la part de Toyota de venir s'installer à cet endroit-là pour vendre le plus, pour faire de Toyota le numéro 1 de l'automobile en Europe. Tel est en tout cas l'objectif de la firme multinationale japonaise. Tout autre chose, mais Disneyland Paris est venu s'installer en Europe. Il n'y a que 4 parcs Disney à travers le monde. Il y en a, enfin 5 maintenant. Il y en a 2 aux États-Unis, à San Diego et à Orlando. Il y en a un au Japon. Il y en a un maintenant en Chine et un en Europe, à Paris. Tout simplement parce que Paris est la capitale touristique de l'Europe, une population européenne qui a les moyens de partir en vacances, qui a les moyens de dépenser de l'argent pour le tourisme et pour les loisirs, et donc le parc implanté dans la capitale touristique européenne, eh bien c'est un investissement américain pour rentabiliser et gagner de l'argent sur le continent européen. Ainsi, les touristes visitant Paris, qu'ils viennent de Belgique, qu'ils viennent des Pays-Bas, qu'ils viennent du Danemark, d'Allemagne, d'Espagne ou d'Italie, vont aller à Disney, à Marne-la-Vallée, dans la banlieue parisienne. On rappelle tout de même que si on prend le prix d'une entrée pour les 2 parcs adultes à 80 € la journée, c'est quelque chose que seules des populations très riches peuvent se payer. Il ne serait absolument inconcevable d'aller installer un parc Disney en Afrique ou en Amérique du Sud, où les populations n'auraient pas les moyens d'investir autant dans leurs loisirs. L'Union européenne est ainsi un lieu de richesse, un espace de richesse des populations particulièrement importante, donc un marché, et les entreprises internationales, qu'elles soient américaines, qu'elles soient japonaises ou chinoises, viennent s'installer en Europe parce qu'elles savent que les Européens sont riches et ont les moyens de dépenser leur argent. L'Union européenne est aussi le cœur culturel du monde, la civilisation européenne et le tourisme européen. L'Europe est très largement numéro 1 mondial du tourisme. La France, évidemment, avec plus de 88 millions de touristes chaque année, mais également l'Espagne, l'Italie, qui sont également dans les 5 premiers pays touristiques au monde chaque année. Donc font de l'Europe une capitale, vraiment un centre culturel du monde, mais également un centre intellectuel. L'Europe, c'est la littérature, la philosophie, c'est l'histoire du monde qui s'y est concentrée pendant très longtemps. Donc, ce rôle de pôle culturel, de pôle touristique essentiel, puisque le tourisme aujourd'hui, eh bien, c'est de l'économie, c'est de l'argent, c'est de la rentabilité également, eh bien, renforce cette puissance économique européenne. Enfin, nous avons parlé du Brexit, mais il faut l'occulter, le mettre sur le côté pour le moment, car l'Union européenne est aussi un espace attractif pour les autres pays qui souhaitent y adhérer. Sachez que, certes, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais un grand nombre de pays souhaitent y adhérer. Ainsi, sur cette carte qui date un petit peu, eh bien, nous pouvons voir en vert tous les pays qui sont ou ont été candidats à l'adhésion à l'Union européenne, qui sont candidats pour devenir européens. Alors, depuis la réalisation de cette carte, la Croatie est entrée dans l'Union européenne, mais tous les pays qui sont frontaliers de la Croatie, les anciens pays de ce qui s'appelait la Yougoslavie, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo, Albanie, Macédoine, entreront dans l'Union européenne très prochainement et ils sont candidats à y entrer. Preuve que l'intérêt d'appartenir à cette alliance est important. Il y a également l'Islande, et il y a eu par le passé la Turquie, ce n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui, le pays étant devenu une dictature.
Dans cette troisième partie, évocation d'un nouveau point fort de l'Europe, c'est le fait que l'Europe a une identité. Il y a une culture européenne, une identité européenne qui s'est développée au fur et à mesure des années. Entre 1957, le traité de Rome et la création de la communauté économique européenne, 1992, le traité de Maastricht et la création de l'Union européenne, et aujourd'hui, 2020, cette Union européenne à 27. Ainsi, appartenir à l'Union européenne, c'est être citoyen européen. Ce n'est pas être que citoyen de son pays, du pays dont on a la nationalité, mais c'est être un citoyen européen, c'est-à-dire appartenir à une communauté de valeurs qui met comme valeur importante la démocratie, l'égalité, la justice, les libertés, la solidarité. C'est la possibilité de voter. Si on habite en Allemagne, par exemple, un Français habitant en Allemagne peut voter aux élections municipales en Allemagne et aux élections européennes en Allemagne. Être citoyen européen, c'est également avoir le droit de circuler librement dans les autres pays membres, de s'installer, d'aller vivre en Belgique, d'aller vivre au Luxembourg, d'aller vivre en Espagne, sans obstacle à cela. C'est la possibilité de s'unir pour lancer des pétitions et des initiatives citoyennes européennes. Ainsi, être européen, ça signifie quelque chose, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement français, nous sommes européens et nous partageons avec nos concitoyens européens eh bien, des valeurs, une histoire et des droits aussi qui forment cette citoyenneté européenne. Et être citoyen européen, c'est aussi avoir la possibilité de voter, de s'exprimer, de voter au niveau européen, qu'il s'agisse des élections européennes qui vont élire les députés européens, ou bien qu'il s'agisse des pétitions qui peuvent être lancées. Les pétitions à l'échelle européenne ont un vrai rôle, c'est-à-dire qu'une fois qu'ont été rassemblés 1 million de signatures, eh bien, le sujet de la pétition va être évoqué et va être débattu au niveau du Parlement européen. Ainsi, être un citoyen de l'Union européenne, c'est un citoyen qui s'exprime, c'est être partie prenante de la démocratie européenne. Ainsi, dans ce sondage qui plaçait les valeurs de l'Union européenne les plus importantes pour les habitants de l'Union européenne, eh bien, il y a des valeurs qui sont rattachées à l'idée de la démocratie et aux idéaux qui ont été développés dès l'élaboration d'une idée européenne après la Deuxième Guerre mondiale, la paix. Et force est de constater que depuis 1945, la guerre a disparu du continent européen. Cette alliance des pays de l'Europe, cette discussion permanente, même si elle n'est pas exempte à certains moments de disputes et de petits conflits, eh bien, la paix existe et elle est chère aux habitants de l'Union européenne. Le respect des droits de l'homme également, qui est sur la deuxième marche des valeurs importantes, donc la démocratie, le respect de la vie humaine. Voilà, l'Union européenne, ce n'est pas rien. Il ne faut pas écouter ceux qui critiquent sans cesse l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose, c'est un partage des valeurs humaines, c'est un humanisme qui est très important sur un continent qui a été autant ravagé par les guerres. Ces valeurs européennes ont pénétré l'ensemble des habitants de l'Union européenne. Ce sondage réalisé en 2017 en Bretagne est ainsi particulièrement intéressant. La Bretagne est une région française à l'identité particulièrement affirmée. Je rappelle qu'en Bretagne, dans certaines parties de la Bretagne, on parle le breton. On a le double affichage breton et français avec la langue bretonne. On peut passer le bac dans la langue bretonne. Bref, c'est une région française à la très très forte identité. Pourtant, 79% des Bretons et Bretonnes s'imaginent triplement citoyens. Ils se voient comme étant bretons, comme étant français et comme étant européens. Ce n'est pas rien que des régions aussi fortes en termes d'identité eh bien, aient totalement adopté l'identité européenne, la nationalité européenne, la citoyenneté européenne. Et ce partage de valeurs, il est permis par des programmes comme par exemple Erasmus et aujourd'hui Erasmus+, ce programme exceptionnel, extraordinaire de l'Union européenne qui permet depuis plus de 30 ans à des étudiants et maintenant à des lycéens européens d'aller étudier pendant quelques mois, voire une année, dans un autre pays de l'Union européenne, d'aller faire sa première année de lettres, sa première année de mathématiques, par exemple à Barcelone ou à Berlin, d'aller faire un projet
en lycée professionnel aujourd'hui, en Hongrie ou en Italie. C'est un enrichissement exceptionnel. Regardez d'ailleurs, il n'y aurait pas eu meilleur slogan pour parler de ce programme. Enrichissons nos vies, ouvrons notre esprit. Et cela permet non seulement de découvrir des cultures, des manières de vivre différentes, mais de mieux se connaître, de s'ouvrir à l'autre. Et s'ouvrir à l'autre, se connaître, c'est le premier pas vers la tolérance, c'est le premier pas vers l'humanisme et vers une société qui fonctionne mieux. N'hésitez vraiment pas, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais si un jour vous avez l'opportunité au lycée général, au lycée professionnel ou dans vos études supérieures d'aller étudier à l'étranger, allez-y. Ce programme Erasmus est un programme qui subventionne ces études à l'étranger. C'est-à-dire que pour l'étudiant, pour le lycéen, il n'y a quasiment rien à payer, tout est pris en charge. Cela afin de mieux se connaître et de travailler ensemble. Et en travaillant ensemble, on se comprend, on s'accepte et on vit mieux. Alors néanmoins, avec toutes ces qualités, on pourrait se dire, mais pourquoi l'Union européenne n'est-elle pas le cœur du monde? Pourquoi est-ce que l'Union européenne ne pèse pas davantage face à la Chine, face aux États-Unis, etc. Eh bien, nous allons voir dans cette dernière partie les faiblesses de l'Union européenne, car il y en a malheureusement. Pour parler ici des faiblesses de l'Union européenne, tout d'abord, parler des institutions européennes, avec cet organigramme qui peut paraître compliqué, mais qui est relativement simple si on s'y penche un petit peu. Les institutions de l'Union européenne peuvent paraître complexes. Et beaucoup ne s'y intéressent pas. Pourtant, elles sont très importantes. Mais la méconnaissance des Européens, de leurs institutions, constitue également une faiblesse et pourrait laisser penser que ces institutions n'ont finalement pas tant d'importance que cela, ou qu'on s'en désintéresse. Il est très important de les connaître. Tout d'abord, sur la partie haute de cet organigramme, nous pouvons voir qu'il y a 3 institutions essentielles dans l'Union européenne. La Commission européenne, tout d'abord, qui est installée à Bruxelles et qui représente les 28, alors aujourd'hui les 27 commissaires, c'est-à-dire les 27 représentants de chaque pays. C'est en quelque sorte le gouvernement de l'Union européenne. Et nous allons voir après que ce gouvernement de l'Union européenne, il a son chef. Nous avons, si l'on veut, l'équivalent d'un président de l'Union européenne aujourd'hui. Et cette Commission européenne propose comme dans tout fonctionnement démocratique, à 2 institutions des projets de loi. Ces projets de loi sont proposés au Parlement européen, localisé à Strasbourg, qui regroupe des députés élus par les citoyens européens, et au Conseil de l'Union européenne, qui est basé à Bruxelles et qui réunit les ministres des différents gouvernements. Ainsi, une loi autour de l'agriculture rassemblera les 27 ministres de l'agriculture des pays de l'Union européenne. Ainsi, il y a 3 cœurs. Donc la Commission et le Conseil de l'Union européenne, basé à Bruxelles, et le Parlement européen, basé à Strasbourg. C'est très important. Les lois qui sont élaborées, décidées, votées par ces 3 institutions s'appliqueront donc dans les 27 pays de l'Union européenne. Voilà, donc ça c'est le cœur de l'Union européenne. Ensuite, il y a d'autres institutions très très importantes. Ce que l'on appelle la BCE, Banque Centrale Européenne, basée à Francfort, c'est incroyablement important. Économiquement, c'est le régulateur de l'Europe. C'est la Banque Centrale Européenne qui va venir en aide à un pays en difficulté. C'est la Banque Centrale Européenne qui va garantir la stabilité de la monnaie européenne. C'est la Banque Centrale Européenne qui va intervenir en situation de crise. Dans la crise liée au Covid-19, la Banque Centrale Européenne injecte des milliards chaque année, chaque mois dans le budget et dans l'économie européenne afin de garantir celle-ci et de faire qu'elle continue à fonctionner malgré les confinements, malgré l'arrêt de nombre d'activités industrielles. Nous avons ensuite la Cour de justice européenne, qui elle se situe à La Haye, aux Pays-Bas, et qui a compétence dans le domaine judiciaire. Ici, à titre illustratif, voilà le bâtiment du Parlement européen qui se situe donc à Strasbourg et où sont votées les lois qui s'appliqueront à l'ensemble des pays de l'Union. Je parlais tout à l'heure par rapport à la Commission européenne d'un gouvernement de l'Europe. Eh bien, le voici. Le voici depuis 2019, ce gouvernement de l'Union européenne qui rassemble donc un commissaire, c'est-à-dire un représentant
par pays et chaque représentant de pays a sa spécialité. Nous voyons par exemple que pour la France, eh bien, notre commissaire européen s'appelle Sylvie Goulard et qu'elle est spécialisée, elle, dans l'industrie de la défense et de l'espace. Voilà, donc dans l'aspect militaire et l'aspect spatial de l'Europe. Et notre présidente de l'Union européenne, eh bien, c'est cette dame, Ursula von der Leyen, personnage très très important. Il est important de connaître son nom car elle est l'égale de Donald Trump. Elle est l'égale du président chinois Xi Jinping. Donc, c'est un personnage particulièrement important qui doit gagner en importance afin de montrer eh bien, toute la puissance de notre Union. Aujourd'hui, peut-être que la faiblesse de l'Union européenne, c'est justement que ses institutions ne sont pas suffisamment connues et que les personnages qui dirigent cette Union européenne, qui sont démocratiquement choisis, eh bien, n'exercent peut-être pas suffisamment d'influence au niveau mondial. Nous y reviendrons par la suite. Comment fonctionne l'Union européenne? Eh bien, chaque pays contribue au budget en fonction du nombre d'habitants et de sa puissance économique. Ainsi, il n'est pas étonnant de voir que l'importance de la population et l'importance de la puissance économique étant forte, eh bien, chaque pays eh bien, contribue et on retrouve l'Allemagne et la France parmi les deux principaux contributeurs au budget européen. Normal, nous sommes les deux pays les plus peuplés de l'Union européenne et également les deux premières puissances de l'Union européenne. Alors, il est à noter que par exemple ces deux pays participent le plus, eh bien, c'est également ce sont les deux pays qui sont les plus représentés au niveau du Parlement européen. Au Parlement européen, sur les 751 députés, eh bien, la France et l'Allemagne ont le plus de députés, donc sont parmi ceux qui prennent le plus de décisions, qui pèsent le plus sur les décisions. Donc, il y a en quelque sorte une proportionnalité entre la contribution au budget, l'argent qui est donné, et l'impact que vont avoir les pays dans les décisions qui sont prises. Mais ensuite, ce budget est solidairement redistribué, c'est-à-dire que les politiques qui vont être menées, eh bien, vont être menées en faveur de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ainsi, l'Estonie, par exemple, qui contribue à hauteur de 0,1% du budget de l'Union européenne, eh bien, aura des aides au titre de la solidarité européenne, tout comme la France, tout comme l'Espagne, l'Italie, etc. Alors malheureusement, l'Union européenne aujourd'hui a un déficit de reconnaissance et aujourd'hui l'Union européenne soit n'intéresse pas, soit eh bien les gens ont de la méfiance à son sujet. Ainsi ici un sondage sur cette infographie du Parisien, sondage réalisé auprès des jeunes des 18-34 ans, car on s'est aperçu que lors des élections européennes, eh bien les jeunes ne vont pas voter, ne se désintéressent totalement et de la question européenne. Et ainsi l'opinion que les jeunes ont de l'Europe est particulièrement négative ou en tout cas une indifférence existe. Ainsi, la construction européenne constitue-t-elle pour vous une source d'espoir ou une source de crainte? 44% des jeunes ne voient finalement ni l'un ni l'autre, se désintéressent un peu de la question. Et 30% sont inquiets de l'Europe. 26% seulement, un quart des jeunes y voient une source d'espoir. Alors que l'Union européenne a un rôle essentiel au niveau éducation, au niveau de la jeunesse, au niveau culturel, dans la vie quotidienne des personnes. Peut-être que l'Union européenne ne sait pas suffisamment vendre, on va dire, en tout cas communiquer au sujet de son impact. Pire, si vous regardez la partie droite de ce sondage, dans différentes thématiques, les jeunes considèrent que l'Union européenne est inefficace dans la lutte contre le terrorisme, au niveau de l'emploi, de la fiscalité, de l'environnement, de l'immigration. Chose qui paraît totalement incroyable au niveau de l'environnement, quand on sait que l'Union européenne est le continent le plus respectueux de l'environnement. Il faut tout de même s'en rendre compte. L'Union européenne agit énormément à ce niveau-là. Alors certes, les débats récents se sont focalisés autour de l'interdiction ou l'autorisation de produits comme le glyphosate, de produits pesticides, ou d'engrais. Mais néanmoins, l'Europe agit au niveau de l'environnement. Ainsi, il est particulièrement étonnant de se rendre compte de ce désintérêt ou de cette défiance, même de cette méfiance existant d'une partie de l'opinion européenne vis-à-vis des institutions et de la construction européenne. Cela interroge et ceci est une faiblesse de l'Union européenne.
Ainsi, ce document, je l'avais déjà mis dans la vidéo précédente, l'Union européenne est omniprésente dans notre vie quotidienne. Tout ce qui est fait dans l'Union européenne est exceptionnel et on ne pourrait pas s'imaginer vivre sans cette possibilité à se déplacer librement à travers l'Europe, sans cette possibilité permise grâce à l'Union européenne de téléphoner et d'accéder à Internet dans tous les pays de l'Union européenne quand on est en déplacement, de la possibilité que nous avons aujourd'hui d'avoir un système GPS européen, d'avoir une agriculture qui est moderne et qui est performante grâce à la politique agricole commune, d'avoir des produits traditionnels qui font partie de notre terroir, qui sont protégés. Et en France, le nombre de fromages, le nombre de productions alimentaires de qualité qui sont protégées par les appellations d'origine européenne, ce qui évite, ce qui empêche des Chinois ou des Américains de venir produire du camembert ou du champagne, par exemple. Le fait que existe dans la lutte contre le terrorisme une police européenne également. Le fait que si nous allons à l'étranger, eh bien nous serons soignés gratuitement grâce à la carte européenne d'assurance maladie, que nous avons cet euro qui nous dispense de faire du change, les programmes Erasmus dont nous avons déjà parlé, une protection des droits qui existe à travers toute l'Europe qui est absolument extraordinaire. Au sein de notre vie quotidienne, l'Europe est omniprésente. Une salle de sport qui se crée, une piscine qui est construite, un cinéma qui est construit, un projet d'aménagement de rue a un financement de l'Union européenne. Un collège qui est construit, il va y avoir un financement de l'Union européenne. Récemment, si on prend un exemple local, l'usine STA de Ruy qui fabrique des boîtes de vitesse pour Renault et pour Nissan s'est totalement modernisée, a totalement transformé sa chaîne de montage et a reçu un financement de l'Union européenne pour pouvoir faire cette transition et pouvoir sauvegarder les emplois. Ainsi, l'Union européenne est présente dans tous les compartiments de notre vie quotidienne et cela est important à savoir. Les jeunes que nous avons pu voir dans le sondage précédent, mais pas seulement les jeunes, l'ensemble de la population ignore trop souvent tout ce que l'Union européenne fait au quotidien pour l'ensemble des habitants de l'Union. Alors, au-delà des difficultés liées à la faible connaissance de nos institutions, à l'abstention importante lors des élections, beaucoup de gens ne vont pas voter et semblent se désintéresser de l'Union européenne, de la faiblesse en quelque sorte de la connaissance des citoyens sur ce que fait l'Union européenne, d'autres difficultés existent, d'autres faiblesses. Sur cette carte des espaces régionaux de l'Union européenne, on voit tout d'abord que dans cette Union européenne à 28, aujourd'hui à 27, eh bien toutes les régions ne sont pas égales. Ainsi avons-nous des ensembles régionaux qui partagent des points communs que nous allons voir par la suite. Une Europe du Nord-Ouest, en vert, ici, avec une France qui se situe en fait à cheval entre l'Europe du Nord-Ouest en vert et l'Europe du Sud en bleu-violet. Et également tout un ensemble des pays d'Europe centrale et orientale, les anciens pays communistes qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004, qui forment un ensemble également avec ses propres particularités. Nous allons voir quelles sont celles-ci. Division européenne parmi les 27 ou 28 pays selon que l'on compte le Royaume-Uni ou non, eh bien s'affirme déjà par le manque d'homogénéité de la zone euro. Ainsi, si nous sommes aujourd'hui 27 pays dans l'Union européenne, les 27 pays n'ont pas adhéré ou n'ont pas l'euro aujourd'hui. Seuls ceux qui sont en jaune, donc les 17 États membres de l'Union européenne, ont cet euro. Nous avons ensuite des pays qui ont refusé de l'avoir, comme évidemment le Royaume-Uni, le Danemark ou la Suède, des pays qui auront l'euro quand leur économie le permettra, car actuellement, eh bien, leur économie n'est pas suffisamment stable, n'est pas suffisamment forte pour permettre d'avoir l'euro. Donc, ils doivent progresser, se développer. Ce sont les pays majoritairement d'Europe de l'Est. Et puis, nous aurons, s'ils sont admis, des pays qui auront l'euro prochainement, comme la Croatie, par exemple. Mais tous les pays ne sont pas égaux, soit parce qu'ils ne l'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu faire partie de l'ensemble européen pour l'euro, ou ils n'en ont pas les moyens. Ces divisions au sein de l'Union européenne sont une première faiblesse.
Autre faiblesse et autre exemple des désaccords, alors qui vont disparaître aujourd'hui, hein, puisque le Royaume-Uni n'appartient plus à l'Union européenne, eh bien c'était ce manque d'homogénéité, ces divisions au sujet de l'espace Schengen, l'espace de libre circulation des populations et des marchandises, où un regroupement de pays, les pays des îles britanniques, eh bien, avaient refusé d'adhérer à l'espace Schengen, créant d'ailleurs de grosses difficultés à la frontière entre la France et le Royaume-Uni, notamment dans la gestion de la crise migratoire. Rappelez-vous la jungle de Calais, par exemple. Donc, le fait que des pays eh bien, puissent se mettre à part, se mettre en retrait de certaines décisions est une difficulté au sein de l'Union européenne. Finalement, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, va apporter de l'homogénéité au sein de cette alliance. Alors, difficulté et point faible majeur de l'Union européenne, eh bien les énormes inégalités de richesse qui existent entre pays de l'Union européenne. Ainsi, il n'y a rien à voir en termes de richesse et en termes de richesse par habitant, même de revenus, de salaire moyen, entre un habitant du Luxembourg, pays où les salaires sont les plus élevés de l'Union européenne, et un Bulgare ou un Roumain. Nous pouvons avoir des écarts de salaire qui vont de 5 à 6, c'est-à-dire qu'un Luxembourgeois peut gagner 6 fois plus qu'un Bulgare ou qu'un Roumain. Les inégalités de richesse, eh bien, sont très importante aujourd'hui, et ce qui crée des difficultés, des inégalités de développement, comme on peut le voir sur la carte de droite. Il n'y a à nouveau rien à voir entre le confort et le développement que possède un Français avec celui que possède eh bien, un Roumain, par exemple, en termes d'accès aux soins, d'accès à la santé, en termes d'éducation, en termes d'accès aux nouvelles technologies, en termes d'accès au confort et à un habitat sain, à l'électricité, à l'eau courante. Cela n'a strictement rien à voir. Ce manque d'homogénéité et ces inégalités très fortes qui existent à travers l'Union européenne font que les intérêts des populations sont fortement différents. Que partagent finalement en termes d'intérêts communs eh bien, un Français et un Roumain? Voilà, la question se pose, et les élargissements qui ont eu lieu récemment, depuis une quinzaine d'années, eh bien, ont accru les inégalités entre habitants de l'Union européenne, ce qui a fait que les désaccords eh bien, ont grandi. En effet, quand on ne partage plus les mêmes intérêts, quand nous n'avons plus les mêmes projets communs, eh bien, cela peut poser problème. Ainsi a-t-on l'impression parfois d'une Europe divisée en deux, entre les pays de l'Europe de l'Ouest, développés, riches, et les pays d'Europe de l'Est qui, eux, sont encore en cours de développement et essayent de rattraper leur retard. Cette carte est également particulièrement intéressante afin de voir justement les aides de l'Union européenne au développement des régions. On peut se rendre compte que les aides fournies par l'Union européenne pour le développement, pour les régions en retard, eh bien, vont se porter vers l'ensemble de l'Europe de l'Est, de l'Union européenne de l'Est, donc de ce bloc, mais également de l'Europe du Sud, Grèce, Italie du Sud, Espagne et Portugal bénéficient d'aide au développement, sont en retard de développement. La France n'est pas à l'écart de tout cela. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais eh bien, a reçu énormément d'aides européennes pour se développer, se reconvertir, pour la création de l'emploi et l'aide sociale, l'aide aux populations défavorisées. Il paraît ainsi totalement incroyable de voir dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais eh bien, un tel sentiment anti-européen contre l'Europe, alors que nous sommes le territoire français, avec les territoires d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, etc., qui ont le plus bénéficié des aides au développement et qui bénéficient encore aujourd'hui d'aide au développement de l'emploi, au développement économique et à l'aide sociale, à l'aide fournie aux populations en difficulté financière, aux populations défavorisées. Ainsi, on a l'impression qu'il y a plusieurs Europes, qu'il n'y a pas une Europe unie, mais plusieurs Europes avec des modes de vie différents, avec des intérêts différents, avec des niveaux de richesse différents. L'objectif de l'Union européenne, c'est de résorber tout cela, c'est de développer les régions en difficulté afin de leur permettre de se rattraper et de, en quelque sorte, attraper la locomotive des régions dynamiques. C'est un enjeu essentiel pour l'avenir de l'Union européenne dans les décennies qui vont venir.
Alors pour continuer dans les faiblesses de l'Union européenne, eh bien ce dessin de presse particulièrement efficace, caricature de Ruben Oppenheimer de 2009. Alors pour bien comprendre, il faudrait remplacer les personnages, mais l'idée reste la même. Nous avons ici trois animaux de cirque, si l'on veut, hein, avec deux lions. Deux lions qui sont sur des plots avec les États-Unis, et nous avions à l'époque Barack Obama, mais nous pourrions mettre aujourd'hui Donald Trump. Le président chinois, pour le deuxième, c'était Hu Jintao, aujourd'hui c'est Xi Jinping, mais ça revient au même. Et sur la droite, Herman Van Rompuy, président du Conseil européen. Aujourd'hui, nous pourrions mettre Ursula von der Leyen, dont nous avons évoqué tout à l'heure, présidente de la Commission européenne. Ce dessin de presse est intéressant car il nous montre deux lions, deux puissances importantes en termes d'influence, en termes de pouvoir politique à travers le monde. Un vieux lion un peu fatigué, un vieux lion un peu sur le déclin, le lion américain, qui aujourd'hui reste bien très fort, mais ne va plus aussi vite et ne se développe plus aussi vite que le jeune lion vigoureux qui est la Chine. Et ces deux lions sont non seulement très gros, leur ombre est très grosse, cela témoigne de leur puissance, de leur influence à travers le monde. Et puis nous voyons sur le plot européen une toute petite souris, ou un rat, avec une ombre gigantesque derrière. Ce qui montre la différence entre, au niveau politique international, ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, une souris, une toute petite souris en termes d'influence, alors qu'elle souhaiterait, et là on voit l'ombre, être un géant au même titre que les États-Unis et que la Chine. Aujourd'hui, même si on plaçait Ursula von der Leyen en termes de petite souris, nous aurions la même chose. Aujourd'hui, quand Donald Trump parle, quand Xi Jinping parle, ou bien quand Vladimir Poutine, le président russe, parle, sa parole a une importance, une influence en termes mondial. Quand Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s'exprime, cela a beaucoup moins d'écho, beaucoup moins d'influence à travers le monde. D'ailleurs, il est remarquable à ce niveau de constater que quand il s'agit de diplomatie, il s'agit d'échanges internationaux, de discussions internationales et de peser sur la politique mondiale, ce n'est pas Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, que l'on entend, mais c'est Angela Merkel, présidente de l'Allemagne, 4e puissance mondiale, Emmanuel Macron, président de la France, 6e puissance mondiale, que l'on entend. Ce qui montre bien que l'Europe, en termes diplomatiques, en termes politiques, en termes mondial, n'est pas encore l'égale de la Chine ou des États-Unis, et que, au contraire, elle reste un nain en termes politiques, en termes de puissance, ce qui ne lui permet pas, en quelque sorte, de dominer politiquement le monde. Cet autre dessin de presse est particulièrement intéressant. Alors, il date d'il y a une bonne dizaine d'années, quand la Russie envahissait la Géorgie, donc c'était à l'époque d'une guerre, nous voyons cette ours russe qui écrase un petit pays, et l'Europe qui essaye de protester au nom de la défense de la démocratie, de la défense de la paix, qui essaye de venir s'exprimer, et qui fait face à un ours bien plus puissant, qui hurle plus fort et qui a beaucoup plus de vigueur. L'Union européenne, aujourd'hui, au niveau mondial, a peu d'impact. Un peu d'impact en termes politiques. La Russie, même si elle combat l'Union européenne, ne nous y trompons pas, hein, Vladimir Poutine fait comme si l'Union européenne n'existait pas, mais il la combat, et son intérêt est que celle-ci reste peu influente au niveau mondial. On pourrait avoir la même chose avec Donald Trump aujourd'hui, qui se fiche totalement de l'Union européenne, qui ne l'écoute pas, mais qui pourtant la combat énormément. L'influence des États-Unis dans le Brexit et dans les différents événements récents de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est très important. Ainsi, l'Union européenne, en termes politiques, reste faible. Mais néanmoins, les grandes puissances du monde s'en méfient et essayent de faire taire cette Union européenne qui cherche à s'affirmer. Alors, dessin de presse particulièrement important, à nouveau, qui date de 2007, mais ça n'a pas changé, très intéressant et qui va vous permettre de comprendre très simplement. Nous avons ici deux dessins sur ce document. Un dessin de l'Europe en 1957, à l'époque où la CEE, au traité de Rome, rassemblait 6 pays. Nous avions une personne qui venait demander café, et les 6, d'une seule voix, répondaient « oui, merci ».
En 2010, eh bien, voilà une grande table où sont réunis les 27 pays de l'Union européenne. Et cette dame vient demander ce que ces personnes veulent boire. Et personne ne répond la même chose. Chacun demande quelque chose de différent. Il y a un désaccord général, un manque d'entente générale, des divisions permanentes. Voilà la symbolique de ce dessin. Il y a, au début de l'Union européenne, il y a 60 ans, eh bien, les 6 pays parlaient d'une seule voix. Aujourd'hui, ces 27 pays n'y arrivent pas. Il y a bien des regroupements, des alliances qui se font. La France et l'Allemagne sont souvent ensemble. Le couple franco-allemand, comme on l'appelle, est important. Mais ensuite, eh bien, il y a tellement d'intérêts différents, d'égoïsmes différents, de défense de ses propres intérêts et de manque de solidarité d'une certaine manière que l'Europe, parfois, eh bien, n'arrive plus à avancer, n'arrive plus à trouver des accords. On réussit facilement à se mettre d'accord quand on est 2, quand on est 3, quand on est 4. Mais plus le nombre augmente, plus il est difficile de se mettre d'accord. C'est ainsi les élargissements successifs qui sont aussi critiqués et remis en cause par ce dessin de presse. Les élargissements de l'Union européenne, le fait de passer de 7 à 12, de 12 à 15, de 15 à 25, etc., eh bien, ont eu pour conséquence aussi des difficultés à se mettre d'accord, des difficultés à prendre des décisions. Et paradoxalement, cela a peut-être affaibli dans un sens l'Union européenne. Donc, l'Union européenne cumule ainsi plusieurs difficultés, dont celle-ci. Alors, autre difficulté et point faible de l'Europe, eh bien, nous sommes une union économique, une union monétaire notamment. Nous partageons la même monnaie. Et cela impose que les économies, eh bien, soient vertueuses, c'est-à-dire que chaque pays se comporte bien en termes économiques. Se comporter bien en termes économiques est relativement simple. Il s'agit de ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne, c'est-à-dire ne pas s'endetter. Or, dans l'Union européenne, eh bien, de nombreux pays s'endettent énormément et ne respectent pas les règles économiques de l'Union européenne. Ainsi, ici, ces pays que nous voyons, eh bien, sont les mauvais élèves de l'Europe, ceux qui dépensent plus qu'ils ne gagnent et qui, en quelque sorte, sont des handicaps pour l'Union européenne, sont des boulets, si l'on veut, pour l'Union européenne. Alors, la Grèce, l'Italie, le Portugal, la Belgique, la France, l'Espagne, voilà, dépensent beaucoup, beaucoup plus qu'ils ne gagnent, et cela est un vrai problème. On ne peut pas avoir dans une union à 27 pays, 6 pays qui ne respectent pas les règles communes. Et pourtant, eh bien, cela est une constante depuis une vingtaine d'années. La France, par exemple, qui pourtant est un poids lourd européen, la 6e puissance mondiale, s'endette énormément et dépense beaucoup plus qu'elle n'a. Et cela crée de la discorde, crée des désaccords en Europe. En effet, les Allemands, qui eux respectent ces règles, les Suédois qui respectent ces règles, les Danois, les Luxembourgeois qui respectent ces règles, sont particulièrement mécontents, eh bien, de voir des pays qui n'en ont strictement rien à faire et qui dépensent beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils ne gagnent et s'endettent énormément. Pour eux, pour ces pays comme l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, eh bien, ces mauvais élèves sont ceux qui empêchent l'Union européenne d'avancer. Ainsi, la France, eh bien, au même titre que l'Espagne, l'Italie notamment, eh bien, est en situation économique difficile, mais s'enfonce en quelque sorte dans ces dépenses importantes. Ainsi, est-il important de regarder aujourd'hui la politique française au regard aussi, eh bien, de ces dépenses trop importantes que la France fait. Aujourd'hui, la France est sommée par les autres pays de l'Union européenne de faire des efforts, donc de dépenser moins, ce qui impose, eh bien, de réfléchir à des politiques de restriction budgétaire, d'austérité financière budgétaire, comme l'on dit, qui forcément sont relativement peu populaires. Donc, voilà, d'autres désaccords créés au sein de l'Union européenne sont liés à ces mauvais agissements, ces mauvaises manières de faire de certains pays d'Europe qui ne respectent pas, eh bien, les accords qui ont pourtant été décidés à 27. Enfin, ici, c'est une difficulté récente. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, cette Union européenne à 27 se heurte à la transformation de certains de ses membres en dictature. Il faut clairement le dire, l'Union européenne s'est créée sur l'idée de démocratie, de tolérance, de droits humains, comme on l'a vu auparavant, et les Européens sont très attachés à ces valeurs. Or, certains pays aujourd'hui, eh bien, sont en train de basculer dans autre chose. On peut évidemment parler de la Hongrie, ici, tout en haut, de Viktor Orban, ce personnage qui s'est emparé du pouvoir
pouvoir et qui est en train de transformer son pays peu à peu en dictature. Il s'est récemment fait attribuer les pleins pouvoirs à titre illimité et mène une politique qui n'est plus favorable aux droits humains et à la tolérance, qu'il s'agisse vis-à-vis des communautés homosexuelles, du droit à l'avortement, etc. Il en va de même, à un niveau moindre néanmoins, de la Pologne, du président Duda, qui récemment a également pris des dispositions et des décisions qui remettent en cause certains droits humains, la tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, les droits à l'avortement, et également les règles essentielles d'un fonctionnement démocratique et d'un respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas réagi de manière forte face aux dérives de certains de ces pays. Pourtant, c'est un non-respect des valeurs importantes de l'Union européenne. Et la force de l'Union européenne s'évaluera aussi au regard de sa capacité à gérer des difficultés de ce genre. Si l'on synthétise avec ce schéma, l'Union européenne, aujourd'hui de 27 États. Cette Union européenne, ce sont des institutions, des lieux de pouvoir, une véritable identité, des valeurs, une citoyenneté, mais néanmoins, une union à géométrie variable. Tous les pays de l'Union européenne n'ont pas l'euro. Tous les pays n'ont pas adhéré à l'espace Schengen, donc des divisions. Mais néanmoins, c'est des politiques de réduction des inégalités. Agir pour que tout le monde se développe, que toute l'Union européenne soit égale, avec des politiques de développement régional, un fonds social européen, ce dont je parlais tout à l'heure. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a bénéficié et bénéficie du FEDER, des milliards donnés au nom du Fonds européen de développement régional, du FSE, du Fonds social européen, au niveau de l'aide sociale. Donc ainsi, l'Union européenne est quelque chose de complexe, qui a ses difficultés, mais qui lutte pour les résorber. Ce schéma est essentiel pour bien comprendre les qualités et les défauts, la puissance de l'Union européenne et ses limites. C'est très important, la puissance de l'Union européenne, ici représentée par les cercles verts, et ses limites, représentées par ces cercles rouges. Une puissance économique importante, 28% de la richesse du monde, c'est l'Union européenne. Une puissance démographique, 500 millions d'habitants qui ont un niveau de vie très élevé. Une puissance commerciale, la première puissance commerciale mondiale. Une puissance financière, l'euro, monnaie internationale, garante de la stabilité économique de notre Union. Une puissance culturelle, première destination touristique mondiale. Donc énormément de points forts, mais aussi quelques limites. Une puissance politique insuffisante, sans gouvernement commun et avec des chefs qui n'ont pas une influence mondiale suffisante. Rappelez-vous les lions sur le dessin de presse de tout à l'heure. Une puissance militaire quasiment inexistante. En effet, il n'y a pas d'armée européenne. Et enfin, une puissance diplomatique trop faible, des désaccords, des divisions persistantes qui nuisent à la force de l'Union européenne dans le monde. Un représentant diplomatique, un chef de l'Union européenne qui a un faible pouvoir et qui est peu présent. Et ces divisions font le jeu des États-Unis, font le jeu de la Chine, font le jeu de la Russie, qui attisent ces divisions pour affaiblir l'Union européenne. Ainsi, notre Union a de très très grandes qualités, il ne faut pas l'oublier, elle joue un rôle majeur dans nos vies, même si tout n'est pas parfait. Mais n'oublions pas que l'Union européenne est une construction récente. Cela ne fait que 7 ans que l'Union européenne fonctionne à 28, puis aujourd'hui à 27. Elle n'existe que depuis 60 ans, alors que les pays contre lesquels nous voulons rivaliser, les États-Unis, la Russie, la Chine, ont des histoires de plusieurs siècles et une installation et un pouvoir installé, une économie installée, une habitude de ces institutions depuis plusieurs siècles. L'Union européenne est ainsi jeune, elle a ses défauts, mais elle cherche à progresser vers un idéal de progrès, un idéal de démocratie, de paix et de développement économique. C'est ce qu'il faut aussi retenir d'important sur cette Union européenne qui n'est pas exempte de reproches, qui a ses difficultés, qui a ses défauts et à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais qui a un idéal qui est un idéal positif et vertueux. Avec cette carte qui termine, nous avons ici la synthèse cartographiée, si l'on veut, de ce que nous avons vu. La puissance européenne et ses limites, avec une puissance économique, le PIB représenté, donc la richesse en milliards de dollars représentée par les cercles rouges, la puissance culturelle, le nombre de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, gigantesque, puissance culturelle, donc puissance touristique, mais une puissance inachevée. Au niveau militaire, une Europe qui, en tout cas de l'Ouest, qui souvent se met dans les pas des États-Unis,
États-Unis au sein de l'OTAN, l'Organisation du traité Atlantique Nord, et une Europe de l'Est qui subit encore l'influence de la Russie. Donc une puissance militaire et diplomatique qui n'existe pas réellement. Et aussi bien la concurrence économique, évidemment, des autres pays du monde, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine ou des nouveaux pays qui aujourd'hui sont des points forts, le Brésil, l'Inde, etc. Donc voilà, chapitre difficile, chapitre compliqué, chapitre qui de prime abord peut paraître peu intéressant, mais qui est essentiel dans la formation de ce que vous êtes, c'est-à-dire de futurs citoyens, de futurs Européens. Et j'espère que vous avez su voir qu'il y avait des difficultés, mais qu'il y avait aussi de belles réalisations au sein de notre Union. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.